Donc, bonjour tout le monde. On commence un nouveau module, donc le module 2. Donc, ce module 2-là, c'est sur l'optique géométrique. Donc, c'est sur le comportement de la lumière, soit quand il traverse des lentilles, des miroirs, ou d'autres phénomènes lumineux qui sont reliés à des propriétés de la lumière. Donc, on va voir que la lumière peut être considérée comme une onde. Dans les premières parties, pour les lentilles, la réfraction, tout ça, on va considérer que la lumière, sans dire qu'elle se comporte comme une particule, se comporte comme quelque chose qui se déplace comme un rayon. Donc un rayon, c'est comme un jet de particules. Donc c'est ça au départ qui était sous-entendu sur la notion de rayon. Puis après ça, donc, ça a changé un petit peu de concept. Mais dans la première partie, c'est ce qu'on appelle l'optique géométrique. C'est le comportement de la lumière lorsqu'on regarde la lumière qui se propage comme un rayon. Donc c'est sûr que je ne vais pas... le début de cette section-là est un petit peu plus problématique, donc on peut débuter de plusieurs façons. Donc vous allez voir que je vais changer un petit peu la façon par rapport à ce qui est dans vos notes de cours. Il y a des choses qui sont présentées un petit peu plus tard que je vais présenter immédiatement. Pourquoi? Je vais éviter des répétitions. Donc il y a des choses sur objets virtuels, images réelles ou virtuelles, etc., qui sont des fois décalées pour les miroirs, les lentilles, etc. Donc moi, je vais juste en faire un tout. Donc, tout présenter les conventions d'un seul coup, et on va être réglé pour les miroirs, les lentilles, et tout système optique qui va suivre. Donc, pour commencer, on va juste faire une petite description de la lumière. Donc, comme le but, c'est d'étudier la lumière, on va essayer de voir qu'est-ce que la lumière. Donc, premièrement, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc, pour produire de la lumière, pour produire une onde électromagnétique, c'est un mouvement de charge qui oscille. Donc, si je fais osciller un électron ou un objet chargé, je peux créer une onde électromagnétique. Et là, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, souvent, c'est un champ magnétique et un champ électrique qui se propage dans l'espace. Et là, je vous dirais, donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Donc là, je ne sais pas si je vais être capable de faire apparaître la fameuse image dans le montage. C'est une onde aussi transversale. Donc, c'est-à-dire qu'ici, lorsque les charges oscillent, par exemple, de haut en bas, l'onde qui va être produite, donc le champ électrique qui va se propager et le champ magnétique qui va se propager aussi, sera perpendiculaire au déplacement de la charge. Donc, si la charge bouge comme ceci, vous allez peut-être avoir un champ, et là, il y a des règles à respecter, peut-être un champ vertical électrique qui va se propager vers vous, et un champ horizontal magnétique qui va se propager vers vous. Donc ici, on n'en parle pas beaucoup, mais ces deux champs-là sont perpendiculaires à la vitesse de propagation. Donc, si la vitesse est vers vous, vous avez soit le champ B comme ça, ou, en tout cas, ça dépend comment on le met, donc B horizontal, E vertical, ou vice-versa. Et, donc, c'est donné par, encore une règle, la règle de la main droite, mais pour le cadre du cours, on ne la verra pas pour voir, si celle-ci est dans quel sens, ou si je connais la vitesse de propagation, quel est le sens de B, quel est le sens de E ici. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Oh, ça me tente tellement de vous le dire. Donc, pour éviter de faire dire une connerie, donc je suis allé revérifier dans mes notes de cours parce que c'était pas prévu d'en parler. Donc, comment qu'on trouve l'orientation de la vitesse ou, dans ce cas-là, ça prend 2 vecteurs sur 3 de connus. Donc, c'est grâce à un produit vectoriel, donc, qui dit que le produit vectoriel du champ électrique fois le champ magnétique va pas donner la vitesse, va donner l'orientation de la vitesse. Donc, si vous connaissez E, donc supposons que E est vertical, et que vous connaissez que B est horizontal, donc en faisant E fois B, comme ceci, ou encore, donc moi je faisais, premier vecteur c'était le pouce, deuxième vecteur est le doigt, donc la réponse est la paume. Donc on voit ici, quand j'ai cette situation-là, la vitesse va vers vous, et dépendant de l'orientation de E ou de B, on peut trouver l'orientation de la vitesse, ou vice-versa, si je connais, la vitesse va vers moi, là j'ai besoin d'un autre vecteur, mon champ électrique dans tel sens, je peux trouver l'orientation de B par la suite. Donc c'est un petit ajout que je voulais ajouter pour cette partie-là qualitative. Donc par la suite, donc la lumière, donc c'est un terme général, donc des fois la lumière, dépendant des livres, des fois c'est la partie des ondes électromagnétiques qui est visible pour l'humain. Des fois c'est tout l'ensemble du spectre électromagnétique. Donc ici, le spectre électromagnétique, c'est très large. Donc la lumière, donc quand je fais osciller une charge, je peux produire quelque chose, qu'est-ce que j'appelle la lumière, donc le visible, qu'est-ce que l'œil peut détecter. Mais il y a plein d'autres choses que aussi on peut produire avec un mouvement de charge. Donc normalement, qu'est-ce que nous, on va nous intéresser, parce que les phénomènes, on veut les voir, on veut les analyser avec nos yeux, mais on pourrait prendre
un autre instrument de mesure pour analyser ces phénomènes. Donc, c'est le domaine du visible. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est pas donné sur... bon, il faut le connaître. Donc, à partir de la deuxième, troisième semaine, à force de faire des exercices, vous allez faire... Donc, au départ, on en tient moins compte, mais un petit peu plus loin, le domaine visible va être important. Donc, c'est défini en termes de lambda. Donc, on pourrait déterminer en termes d'une fréquence. Donc, ici, la lumière pour le lambda, le visible, c'est entre 400 et 700 nanomètres. Et ici, un truc pour s'en souvenir, plus que la longueur d'onde sera grande, moins que c'est de la lumière qui est énergétique. Donc, si on a des petites longueurs d'onde, c'est quelque chose de très énergétique qui peut traverser la matière. Quand c'est des grandes longueurs d'onde, c'est des ondes électromagnétiques qui sont peut-être moins nocives pour l'être humain. Donc ici, de 400 à 700 nanomètres. Donc pour savoir, normalement, ça porte toujours du violet au rouge. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'être humain? C'est les violets, les ultraviolets. Donc 400 sera associé au violet et 700, c'est quelque chose qui tend vers le rouge. Donc c'est sûr que là, c'est pas des bornes définies, donc on peut peut-être voir à 720 nanomètres, même chose de l'autre côté. Donc si on continue le spectre, donc, après le rouge, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait les infrarouges, donc qui est les ondes électromagnétiques souvent causées par des phénomènes des corps chauffés. Après ça, il y a les micro-ondes et les ondes radio. Donc, les ondes radio, c'est des ondes très, très, très grandes qui servent à la communication. De l'autre côté, si on va vers les ondes les plus petites, donc à partir du violet, donc on passerait aux ultraviolets. Après ça, les rayons X qui permettent de faire des radiographies. Et après ça, les fameux rayons gamma qui sont vraiment quelque chose de dangereux pour l'être humain. Donc ça donne le spectre par la suite. Donc pour déterminer la vitesse de la lumière, il y a trois choses que je pourrais vous dire. Donc, comme c'est une onde électromagnétique, donc la vitesse de la lumière va être donnée par lambda fois f. Donc les mêmes, pas une onde électromagnétique, c'est une onde transversale progressive. Donc c'est donné par lambda fois f. Donc qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Mais le symbole pour la vitesse de la lumière, c'est un C. Donc, on pourrait remplacer le V par C, le V par C, donc qui va donner que C est égal à lambda fois F. Donc, quand on voit un C, ça indique qu'on regarde une onde électromagnétique, que ce soit de la lumière, des UV, des rayons X, des micro-ondes. Toutes les ondes électromagnétiques dans le vide voyagent avec la même vitesse. Or, il y a d'autres équations, donc c'est pas dans vos notes de cours, mais ça permet d'avoir une culture scientifique plus grande. Donc, les ondes électromagnétiques sont aussi déterminées par, comme c'est des ondes qui transportent ou qui propagent un champ électrique et un champ magnétique, c'est aussi donné par le rapport du champ électrique sur le champ magnétique. Donc, c'est-à-dire que le rapport de E sur B va vous donner la vitesse de la lumière, mais aussi, vous avez vu en classe, d'autres constantes, donc qui est la constante électrique du vide et la constante électrique du constante électrique du vide et constante magnétique du vide. Donc, si vous prenez ces deux constantes-là ensemble, que vous les réunissez, donc epsilon 0, mu 0 ici. Donc, on avait vu ça avec la loi de Faraday, pas Faraday, mais de Coulomb. Et l'autre, c'était avec les champs magnétiques qu'on va voir apparaître. Donc, ces deux propriétés-là déterminent la vitesse de la lumière. Donc, ça veut dire que si on n'est pas dans le vide, donc, epsilon 0 qui était 4 pi par 10 moins 12 et mu 0 qui était 4 pi par 10 moins 7. Donc, ces deux constantes-là, combinées ensemble, et là je suis en train de dire n'importe quoi, donnent la vitesse de la lumière, mais si on est dans l'eau, on est dans je sais pas quoi, dans un liquide ou dans n'importe quoi que la lumière peut se propager, ces constantes-là seront différentes. Donc, par exemple, dans l'eau, le epsilon 0 et le mu 0 ne seront pas tout à fait les mêmes parce que c'est des valeurs avec le 0, ça veut dire dans le vide. Donc, c'est que la vitesse de la lumière, ça dépend du milieu. Donc, c'est comme les ondes, une onde dans une corde de guitare, l'onde dans l'air. Donc, toutes ces ondes-là vont dépendre, leur vitesse va dépendre du milieu dans lequel elles se propagent. Donc, on va passer maintenant aux définitions pour l'optique géométrique. Donc, on va définir ces objets, images, qu'est-ce qu'un système optique. Et tout ça va réapparaître plus tard. Donc, quand on fait les miroirs, on va avoir besoin de ces notions-là. Quand on fait les lentilles, on va avoir besoin de ces notions-là. Donc,
On les fait tout d'un coup. Puis les conventions vont être peut-être légèrement énoncées différemment. Donc, il y a plein de façons de les énoncer. Donc, moi, j'essaie de trouver une façon de les énoncer que peu importe le système optique, que ce soit un miroir, une lentille, un dioptre, ces conventions-là s'appliquent. Donc, des fois, il y a des conventions pour les miroirs, des conventions pour ci, puis là, ça devient super mélangeant par la suite. Donc, première définition, c'est un système optique. Donc, qu'est-ce qu'un système optique? C'est tout système qui va changer la trajectoire des rayons. Donc, par exemple, des rayons incidents. Donc, par exemple, un miroir. Si les rayons arrivent sur un miroir, vont frapper le miroir et ils vont dévier dans une direction qui n'était pas la même que la situation de départ. Une lentille fait la même chose. Donc, lentille miroir, c'est le système optique. La surface d'une piscine, quand les rayons lumineux arrivent entre l'air et l'eau, les rayons vont changer de direction. Donc, une piscine pourrait être un système qui dérive. Oh, aïe, aïe, bon. Dévie, ok. Là, je cherchais. Dévie. Les rayons incidents, donc tout système qui va changer le parcours des rayons, sera qu'est-ce qu'on appelle un système optique. Donc là, on va regarder ça en général, mais là, vous allez voir, des fois, je vais parler d'un miroir et de lentilles un petit peu plus tard. Donc, un système optique, c'est souvent quoi? Donc, il y a la notion d'objet et d'image. Donc, on a un objet qui correspond au rayon incident, et cet objet-là, en interagissant avec le système optique, va créer une image. Donc là, on va identifier qu'est-ce qu'un objet. C'est le point de convergence des rayons incidents. Donc ici, il y a deux possibilités. Donc, là, mon système optique, je fais comme une grosse boîte, un rectangle. Ce rectangle-là pourrait représenter une lentille, un miroir, n'importe quoi. Donc, il y a deux façons que les rayons incidents peuvent arriver. Ils peuvent arriver divergents ou convergents ici. Donc, supposons qu'on a le premier cas, des rayons qui arrivent divergents. Donc ici, je ne suis pas laissé beaucoup d'espace. Donc, des rayons qui arrivent comme ceci sur notre système optique. Donc, rayon divergent. Donc ici, on dit quoi? On dit que c'est l'objet qui va former une image plus tard. C'est le point de convergence des rayons incidents. C'est-à-dire qu'ici, ces rayons incidents-là, je devrais les prolonger. Oh, je vais discuter ici. Les prolonger ici. Et le point de rencontre me donnerait la position de l'objet. Donc ici, donc là, ça pourrait être le sommet de l'objet. Donc c'est un des points de l'objet ici. Donc ici, normalement, les objets, on les dessine souvent par une flèche ici, dans ce cas-là. Donc notre objet sera à cet endroit-là devant le système. Et il y a une distance super importante qu'on appelle la distance objet. Donc c'est la distance entre l'objet et le système optique. La distance objet, la lettre qu'on va prendre pour identifier la distance entre l'objet. Donc ça ici, je vais vraiment y aller vraiment étape par étape. Donc ça, c'est mon objet. Donc l'objet est à une certaine distance P. Et cette distance-là pourrait être positive ou négative. Donc ici, je vais laisser ça pour l'instant de côté. Donc là, ici, on a le cas des rayons qui divergent quand ils arrivent sur le système optique. Or, on pourrait avoir le cas inverse. Des rayons qui convergent. Bon, ici, c'est des rayons qui convergent ou des rayons convergents sur le système optique. Donc, c'est-à-dire qu'ici, mes rayons arriveraient comme ceci et comme ça. Donc là, ici, on dit que c'est le point de convergence des rayons incidents. Or, lorsque les rayons incidents arrivent sur le système optique, c'est ceux qui vont être déviés, vont changer d'orientation, mais il faut regarder si ces rayons-là avaient pu continuer, qu'est-ce qui va arriver. Donc là, ici, il y a un problème. On sait qu'il ne continuera pas de cette façon-là, donc on doit faire un prolongement de ces rayons-là. Et on voit que le prolongement donne un point ici. Et ce point-là, ce sera la position de notre objet, comme ceci. Et la distance entre l'objet et le système optique, ça s'appelle toujours P. Comme ceci. OK, donc on voit ici dans un cas, il y avait vraiment un croissement réel des rayons. Donc, les rayons ont dû partir de ce point-là pour
arriver de cette façon-là sur le système optique, tandis que dans l'autre, les rayons, j'ai dû les prolonger, donc faire un prolongement virtuel pour arriver à trouver ce point-là qui n'est pas un point concret. Donc ici, il va y avoir deux types d'objets. Il va y avoir les objets virtuels et les objets réels. Réel ici. Oups, ok, réel ici. Réel comme ceci. Donc ça va être très important parce que c'est sûr que il y a des problèmes qui vont pouvoir se résoudre graphiquement, donc il va falloir tracer des choses, mais des fois, il va falloir déterminer, plutôt à partir d'une équation, comment on applique les choses correctement. Donc, quand ce sera un objet réel, il y aura une convention pour le P. Donc, le P sera plus grand que 0 ou le P sera une valeur positive. Donc, c'est que si je mesurais cette distance-là, j'aurais peut-être 20 cm dans ce cas-là. Pour les objets virtuels, le P sera négatif, donc le P sera plus petit que 0 ou négatif ici. Donc, c'est sûr que dans un problème, souvent, vous allez être obligé d'illustrer la situation. Donc, est-ce que je devrais mettre dans l'équation un P positif ou un P négatif? Donc, ici, la façon la plus simple de le concevoir, et ce sera notre convention, pour les objets, si je suis le sens des rayons, je suis le sens des rayons. Si l'objet est réel, il sera toujours devant le système optique. Donc, que ce soit une lentille, un miroir, il sera toujours devant le système optique. Si je suis le sens des rayons et que l'objet est après le système optique, ça sera un objet virtuel. Donc, là maintenant, si je vous disais dans un énoncé, j'ai un P de moins 6 cm, et là, c'est sûr qu'il va falloir poser, est-ce que les rayons vont de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Donc, supposons, on va faire un cas quelconque, supposons que la lumière s'en va comme ceci. Comme mon système optique, c'est ceci, donc que ce soit une lentille ou un miroir. Si j'ai un P de moins 6 cm, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que l'image, l'objet, n'est pas du côté d'où proviennent les rayons, il est du côté contraire d'où proviennent les rayons. Donc, les rayons proviennent de ce sens-là ici. Donc, c'est que l'objet qui va essayer de former une image plus tard serait de ce côté-là de mon système optique, donc qu'il soit une lentille ou un miroir ici. Donc, ça, la maîtrise des conventions, c'est ça qui est vraiment le plus difficile dans la partie optique géométrique. On va voir maintenant les définitions qui vont s'appliquer pour les images. Donc, les images, c'est toujours dû à des rayons qui émergent. Donc, les rayons, dépendant de la manière que les rayons émergent, on peut voir une image plus grande, plus petite, de même grandeur, droite, inversée. Donc, c'est ça qui va être la base, c'est toujours les rayons qui émergent. Et si, pour l'objet, c'est le point d'intersection des rayons qui arrivent sur le système, pour l'image, c'est le point d'intersection des rayons qui vont émerger de notre système. Or, ici, il peut y avoir un petit problème. C'est pas un gros problème. Donc là, ici, je vais supposer que la lumière s'en va de la gauche vers la droite, donc la façon dite traditionnelle dans les livres. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Quand on fait un miroir, c'est la réflexion. Les rayons vont revenir sur lui-même. Donc, c'est ici, le côté où les rayons émergent, ce serait ce côté-là. Ce sera le côté gauche, parce que les rayons ne peuvent pas aller de l'autre côté. Tandis qu'une lentille, donc ça, c'est le côté qui émerge. Donc, c'est que le côté incident, puis le côté qui émerge est le même. Tandis que pour une lentille, c'est un milieu transparent. La lumière traverse la lentille. Donc là, on aurait les rayons incidents ici, comme ceci, et les rayons émergent de l'autre côté. Donc, il faut faire attention, dépendant du système, est-ce que c'est une lentille, un milieu transparent, ou un milieu qui fait une réflexion des rayons incidents. Donc là, maintenant, on va appliquer les définitions. Donc, il y a deux types de rayons qui émergent. Il peut y avoir des rayons qui émergent de façon convergente ou divergente dans ce cas-là. Donc, si on fait... qu'est-ce que je vais faire? On va faire convergent. On va faire convergent. Donc, des rayons qui convergent quand ils émergent. Ok, ça fait beaucoup de... Ici, donc des rayons convergents. Donc là, je vais prendre une couleur, je vais prendre du bleu. Donc, supposons que les rayons qui émergent, donc on a vu que les rayons du miroir
comme ceci, sont convergents. Donc, convergents comme ceci, convergents comme ceci. Donc là, c'est les rayons qui s'éloignent du système optique. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, si je prolonge ces rayons-là pour le point d'intersection, ça donnerait la position de mon image. Donc ici, je peux m'apercevoir, je peux les continuer, ces rayons-là, il n'y a pas de problème. C'est une vraie continuation ici. On a un point d'intersection ici. Ce point d'intersection-là, ça sera l'endroit où mon image se forme, que je vais dessiner ici en rouge, comme ceci, comme ça. Donc ceci, ça sera mon image. Et la distance entre l'image et le système optique, ça va s'appeler la distance image, qu'on va symboliser par la lettre Q. Donc maintenant, si on avait une lentille et que je fais des rayons qui sortent de façon convergente, qu'est-ce que ça va donner? Donc, au côté où émerge, c'est le côté droit. Donc, c'est qu'il doit être convergent comme ceci, comme ça, et comme ceci. Donc, les rayons continuent en ligne droite. Et on aura notre image, je vais le mettre comme ceci. Comme ceci ici. Donc, notre distance Q sera celle-ci. Donc, ça, c'est pour le cas où ce que les rayons émergent en convergence suite à l'interaction avec le système optique. Mais, on peut l'inverse comme tantôt. Donc là, j'ai essayé de garder assez d'espace pour dire les petits points qui vont rester par la suite. Donc là, maintenant, si on a, au lieu ça converge, si j'ai des rayons qui sont émergents, mais qui divergent par la suite. Donc ici, on va regarder le cas du miroir. Donc ici, je vais juste effacer ma lumière ici. Donc la lumière s'en va vers la droite, frappe le miroir et rebondit, mais rebondit de façon divergente. Donc c'est qu'ici, ça va comme ça, ça va comme ça, et ça va comme ceci. Donc ça, c'est les rayons qui rebondissent sur le miroir, et là, je vais avoir trouvé un point d'intersection. Donc c'est que si j'ai continu, jamais on aura un point d'intersection. Donc là, ici, c'est possiblement un point d'intersection virtuel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les étirer de l'autre côté. C'est-à-dire que notre image, donc je vais garder mes choses ici en rouge, donc notre image serait comme ceci. On aura une distance Q qui sera celle-là, donc entre l'image et le système optique. Et si on fait la même opération avec une lentille, donc ici, les rayons vont de la gauche vers la droite. Une lentille, les rayons peuvent traverser. Là ici, on fait les rayons qui traversent, mais lorsque l'interaction se fait avec la lentille, les rayons sortent de façon divergente. Donc, on a beau à continuer ces rayons-là jusqu'à l'infini, il n'y a rien qui arrive dans ce cas-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est ici. Donc, on doit les prolonger. Donc, on voit qu'on a une image qui apparaît ici. Et là, j'aurais dû la dessiner en rouge. Donc, ça, c'est beau comme ceci. Puis, dans ce cas-là. Et là, on voit qu'on a deux types d'images. Dans certains cas, on a vraiment un point réel de rencontre. Et dans d'autres cas, on a un point où on a dû faire un étirement dans l'autre côté pour trouver ce point-là. Donc ici, quand il y a un point réel, ça va être qu'est-ce qu'on appelle une image réelle. Une image réelle, on va être capable de l'avoir sur un écran. Si vous mettez un écran à cet endroit-là ou à cet endroit-là, vous allez voir vraiment votre image apparaître sur votre écran. Ici, on a des images qu'on a dû faire des prolongements. Donc, ces images-là, ce sera des images virtuelles. Donc, des images virtuelles, on les voit. Donc, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez que l'image de vous se fait en arrière du miroir. Donc, virtuelle, ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne voit pas, donc elle se voit, mais on n'est pas capable de placer un écran. Donc, si vous allez en arrière du miroir, placer une feuille de papier pour voir l'image se produire, ça ne marchera pas. Donc ici, même chose pour image réelle, image virtuelle. Il y aura une convention de signes à respecter. Donc, quand c'est une image réelle, Q sera positif, donc Q plus grand que 0. Donc, toute image réelle aura une distance positive. Donc, c'est-à-dire que dans l'équation, si vous trouvez, donc le but souvent c'est de trouver l'image, donc vous trouvez un Q positif,
Et là, vous allez savoir, OK, dépendant si c'est un miroir ou une lentille, ah, si je trouve un Q positif, ça veut dire que l'image est faite à tant de centimètres à droite de la lentille dans ce cas-là. Pour des images virtuelles, donc le Q sera négatif. Négatif ici. Et là, c'est con parce que à cause je marque sous forme plus petite que 0 dans ma tête, c'est comme mon cas. On va laisser tomber. Ça sera plus petit que 0 dans ce cas. Sauf qu'ici, là, pour les objets, c'était simple. Si c'est du côté incident, c'est un objet réel. Si c'est pas du côté incident, et là c'est important, c'est pas du côté incident, c'est un objet virtuel. Pour les images, là, dépendant si les rayons traversent ou ne traversent pas, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, moi, j'avais trouvé ça dans un livre, j'avais trouvé ça super brillant. Pour les images, et un petit peu plus tard, pour les rayons de courbure, je me suis pris une certaine convention. Et là, j'ai peur que, parce que là, ça fait longtemps que je parle. Convention pour images et les rayons de courbure. Donc, souvent, quand on a un miroir, il peut être courbé, donc il y a un certain rayon de courbure, et ce rayon de courbure-là pourrait être positif ou négatif. Même chose pour les lentilles, donc normalement, c'est deux faces qui sont courbées. Ces rayons de courbure-là pourraient être positifs ou négatifs. Donc, ma convention, c'est quoi? J'identifie le côté émergent. Donc, on trouve le côté qui émerge, émergent dans ce cas-là. Si vous avez une image réelle, donc une image réelle, c'est une image positive, elle va se faire du côté émergent. Émergent ici. Sinon, si c'est une image virtuelle, elle se fait du côté opposé à émergent. Donc c'est opposé, donc il manque un petit peu d'espace, à émergent. Donc ici, souvent, je regarde, ah bon, quelle couleur que j'ai pas pris. On va juste trouver une couleur que j'ai pas pris ici. Bon, j'ai un bleu, rouge, je vais regarder mon vert ici dans ce cas-là. Donc ici, pour un miroir, le côté émergent, c'est lequel? Ah, le côté émergent, c'est le côté gauche, c'est le côté où rebondissent les rayons. Donc pour moi, souvent vous allez avoir des problèmes que je vais identifier R, ce côté-là, donc pour le côté réel des images, et ici, V pour le côté virtuel. Donc ici, c'est émergent réel, émergent, bon, virtuel. Donc, normalement, ça va être R et V. Donc, si j'avais un rayon de courbure qui est de ce côté-là, ou une image de ce côté-là, ça serait des images réelles. Et si les quantités sont de l'autre côté, ça serait des quantités virtuelles. Donc, pour une lentille, où est le côté qui émerge? Donc là, ici, c'est le côté droit. Donc, si c'est le côté droit, c'est-à-dire que pour les images et pour les rayons de courbure, ça sera le côté réel. Donc, ça sera le côté des positifs. Et si on est de l'autre côté, donc le côté opposé à émergent, pour moi, ça sera le côté virtuel. Donc, ça sera toutes les quantités qui seront négatives. Donc, si je trouve Q négatif, ça veut dire qu'il est de ce côté-là. Ah, si mon rayon de courbure ou la courbure de ma lentille était comme ceci, ah, mon rayon de ce côté-là, donc ça serait un R négatif dans mon équation. Donc, avec ça, non, je termine pas tout de suite, donc je reviens. Donc, pour terminer les caractéristiques des images, donc le côté qualitatif, le côté sans équation mathématique. Donc, quand un système va former une image, il y a 4 caractéristiques qu'on peut définir à cette image-là. Donc, premièrement, c'est sa position. Donc, où est l'image par rapport au système optique? Donc, normalement, la position est donnée par la valeur de Q que vous allez isoler dans l'équation. Vous allez trouver un Q de 20 cm, 12 cm, moins 3 cm. Donc, ici, normalement, c'est le Q en valeur absolue. Donc, non, il n'y a pas de signe. Donc, la position, c'est 3 cm à droite, 3 cm à gauche, par la suite. Donc, ça, c'est pour la position. La nature, il y a deux types d'images. Il y a les images réelles et il y a les images virtuelles. Donc, là, ici, pour la nature, ça va dépendre du signe de Q. Donc, ça va dépendre signe de Q. Signe de la distance image. Donc, si Q est négatif, c'est une image virtuelle. Si Q est positif, c'est une image réelle. Donc, on connaît sa position, on connaît sa nature.
Après ça, sa grandeur. Donc, un système optique peut faire des images de même grandeur, des images plus grandes ou des images plus petites. Donc, on va voir plus tard qu'il y a des équations qui permettent, si je connais la distance objet, la distance image, on peut trouver ce qu'on appelle le grandissement. Donc, ces équations-là, on va le voir plus tard. Mais il y a la grandeur. Donc, est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande? Et là, ici, je veux juste OK. Ouvrir une petite parenthèse. Donc, le grandissement, c'est la lettre M. Donc, si vous avez un grandissement qui est plus petit que 1 en valeur absolue, donc ça va être quelque chose de plus petit. Et si vous avez un grandissement qui est plus grand que 1 en valeur absolue, et là c'est très important en valeur absolue, ça sera quelque chose de plus grand. Dernière chose, c'est le sens. Donc, on peut avoir deux types d'images. On peut avoir des images droites et des images qui sont inversées, ou des fois, dans certains livres, ils utilisent le mot renversé. Donc, je regardais dans votre texte, c'est inversé, puis moi, dans mes notes de cours que j'avais à partir de notre livre, c'était aussi inversé, mais le mot renversé apparaît. Donc, une image droite, c'est quoi? C'est par exemple, quand on se regarde dans le miroir, notre tête au départ est vers le haut, et quand je regarde dans le miroir, je vois la tête vers le haut. Donc, c'est-à-dire que les deux objets pointent dans le même sens. Donc, c'est que si l'objet était comme ceci, ça c'est mon objet O, mon image I qui sera formée sera de même sens. Pour une image inversée, si mon objet, par exemple, si ma tête était vers le haut, et que je me regarde dans un miroir, s'il est inversé, ma tête sera vers le bas. Or, ici, pour le sens, c'est sûr que là, on a beau apitoner. Le sens peut être déterminé en fonction du signe de M. Est-ce que si M est positif, c'est quelque chose, si M est négatif, c'est autre chose? Donc, si M est une valeur positive, votre image sera droite. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis des valeurs absolues pour les grandeurs. Donc, c'est juste la valeur absolue du terme. Et si vous avez un grandissement négatif, donc c'est vos équations que vous allez pouvoir les déterminer, ce sera une image inversée. Donc, avec ça, on a fait le tour des concepts qualitatifs pour l'optique géométrique. Donc, c'est sûr que c'est con, ce serait peut-être une capsule à regarder. Donc, c'est sûr que la partie spectre électromagnétique est peut-être plus ou moins importante, mais quelles sont les conventions, ou d'avoir noté ces conventions-là, OK, les conventions pour objet, quand est-ce que P est positif, qu'est-ce que ça veut dire un P positif, quand est-ce que Q négatif, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, notez ces petites conventions-là, donc elles ne sont pas sur votre feuille de formule, donc peut-être prendre un petit espace, puis là, après ça, quand vous faites vos exercices, peu importe, ce sera des miroirs, des lentilles, des dioptres, ce sera toujours les mêmes conventions. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose de général dans ce cas-là. Avec ça, ça termine cette capsule-là qui est purement qualitative, mais tellement importante. Donc, la maîtrise des conventions, c'est ça qui est, quand vous allez faire les équations des miroirs, des lentilles, c'est super simple. Donc, vous avez deux termes, soit le troisième terme. Normalement, il n'y a pas des grands calculs, mais c'est vraiment les conventions qui vont rapporter le plus de points. Donc, avec ça, je vous dis au revoir. Yo tout le monde!